Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Qu'il est bon de se poser au soleil, surtout lorsqu'il fait froid et que l'astre du jour vous réchauffe les os. Mais d'abord, d'où provient cette chaleur ? Si la lumière du soleil est capable de nous réchauffer, c'est bien qu'elle doit d'une manière ou d'une autre véhiculer une mystérieuse chaleur. Lorsqu'au 1er siècle, Pline l'Ancien décrivait l'arc-en-ciel créé lorsque la lumière passait à travers un prisme, il n'était pas en mesure d'expliquer correctement ce qu'il se passait et comment ces couleurs pouvaient surgir de nulle part. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que Isaac Newton aille plus loin pour comprendre de quoi la lumière est faite. Je vous conseille vivement d'aller voir l'épisode parlant des expériences de Newton avec les prismes avant de continuer celui-ci, et pour les personnes ayant une mémoire un peu lâche, voici un résumé rapide. En utilisant des prismes et des lentilles, Newton montra que la lumière blanche du soleil était en réalité composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il démontra également qu'en faisant passer une seule couleur à travers un prisme, elle allait traverser ce dernier tout en restant monochrome et en suivant une déviation liée à la loi des sinus. Cependant, en dirigeant un arc-en-ciel sur un prisme, il était en mesure de recréer de la lumière blanche. Cependant, qu'est-ce qui nous assure que la lumière blanche sortant du second prisme est en tout point identique à la lumière de départ ? Notre œil nous affirme que c'est bel et bien le cas, mais on est en droit de se demander à quel point nous pouvons faire confiance à nos sens. La suite de notre histoire se déroule un siècle plus tard, chez William Herschel. Ce musicien d'origine allemande se passionne pour l'astronomie qu'il pratique en amateur. N'ayant pas les mêmes ressources financières que les nobles issus de familles riches, il ne peut se permettre, contrairement à ses confrères, de dilapider son maigre pécule afin d'acheter des instruments de pointe. Il investit donc ce qu'il arrive à économiser dans du matériel peu onéreux, lui permettant de fabriquer lui-même son propre matériel d'observation. Son acharnement est alors récompensé, puisqu'il passe à la postérité en découvrant Uranus en 1776, qu'il propose de nommer planète George en hommage au roi d'Angleterre. Il est alors reconnu par ses pairs, ainsi que par le roi qui le nomme alors astronome de la cour et lui accorde une aide de 200 livres par an, ce qui pour l'époque déjà n'est pas énorme, mais lui permet tout de moins d'investir plus d'argent dans ses études. Et c'est justement ce qu'il va faire, puisque loin de se reposer sur ses lauriers après sa reconnaissance suite à la découverte de la géante gazeuse, il va s'atteler à construire des télescopes toujours plus grands, dont un de 12 pieds, soit environ 3,5 mètres, sur lequel il va continuer à améliorer les optiques de ses propres instruments. Son nouveau but est d'étudier le soleil, et plus précisément les taches qui constellent sa surface. C'est, depuis leur découverte par Galilée, un siècle et demi plus tôt, une énigme, car le soleil avait jusqu'alors été toujours perçu comme parfait et exempt de tout défaut. C'est justement pour mieux comprendre ces tâches que Herschel va travailler à adapter ses instruments pour l'observation du soleil. Cependant, contrairement aux étoiles, il sait qu'il ne peut l'observer directement à l'œil nu, sous peine de ne pouvoir faire que 2 observations dans sa vie, la première en sacrifiant son œil gauche et la deuxième en sacrifiant son œil droit. Pour éviter de perdre la vue, il met alors au point différents filtres permettant de grandement diminuer la luminosité du soleil. C'est un peu l'ancêtre de nos lunettes pour les éclipses. Dans les années 1790, il commence alors ses observations des taches solaires et teste ces différents filtres. Il remarque alors que certains sont plus efficaces que d'autres et suppose sans pouvoir le démontrer que l'œil est plus sensible à certaines couleurs. Il constate également que ces instruments ne chauffent pas de la même façon selon le filtre utilisé. En montant un filtre rouge sur l'optique de son télescope, ces instruments voient leur température augmenter bien plus qu'avec d'autres couleurs. Ne comprenant pas pourquoi, il va alors recommencer ses tests et retrouve les mêmes résultats. Il émet alors l'hypothèse que c'est la lumière du soleil qui est responsable de cet échauffement, mais que la chaleur transmise n'est pas la même pour toutes les couleurs, sans pouvoir vraiment prouver son hypothèse. Il va alors repenser à l'expérience du prisme d'Isaac Newton et va imaginer un dispositif pour prouver son idée. La première étape, assez simple, consiste à l'aide d'un prisme à décomposer la lumière solaire pour obtenir un arc-en-ciel. La seconde étape, qui n'est pas beaucoup plus compliquée mais demande plus de précision, va consister à explorer le spectre obtenu avec des thermomètres. Il place ainsi un premier thermomètre sur le rouge, couleur responsable de l'échauffement le plus important de ses instruments, et va utiliser un deuxième thermomètre qu'il va déplacer sur le spectre pour mesurer le pouvoir chauffant de chaque couleur. Il calcule alors que l'échauffement était proportionnel à 55, 24 et 16 pour le rouge, le vert et le violet respectivement, mais en fait ces valeurs... Oh, on s'en fout. Il faut juste comprendre que plus le chiffre est élevé, plus ça chauffe, ce qui signifie que le rouge chauffe environ 2 fois plus que le vert, qui lui-même chauffe environ 2 fois plus que le violet. Cependant, les thermomètres varient un peu au cours du temps, ce qui pourrait être dû à des variations de la température de l'air, ou à d'autres phénomènes qu'Herschel ne maîtrise pas. Pour renforcer l'exactitude de ces mesures, il lui faut donc mettre en place un contrôle. Ce contrôle prend la forme d'un thermomètre qui serait maintenu dans les mêmes conditions que les deux autres, mais qui serait positionné en dehors du spectre de l'arc-en-ciel. Il met donc en place son nouveau dispositif, s'assurant d'avoir toujours son contrôle en dehors de l'arc-en-ciel, puis reprend ses mesures.
Il observe alors que les deux thermomètres positionnés sur le spectre répondent toujours de la même façon, mais remarque quelque chose d'inattendu sur le thermomètre témoin. Celui-ci, placé en dehors de l'arc-en-ciel du côté rouge, s'affole et indique une température bien plus élevée que toutes celles mesurées sur le spectre. Il intervertit donc les places des thermomètres et voit alors qu'un thermomètre correctement réglé sur les couleurs du spectre va voir sa température grimper à son tour lorsqu'il est placé hors du spectre, près du rouge. Il en déduit alors qu'il existe un rayonnement responsable de cet échauffement important, qui est alors appelé rayonnement calorifique. Pour un arc-en-ciel de 20 cm de large, Herschel mesure que l'échauffement maximal était situé à environ 1 cm au-delà du spectre près du rouge, avec un échauffement mesurable jusqu'à près de 4 cm après la fin du spectre visible. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en cherchant quelle couleur chauffait le plus dans l'arc-en-ciel que l'astronome amateur William Herschel découvrit avec ses thermomètres que l'échauffement était maximal là où aucune couleur n'était visible au-delà du spectre du côté du rouge. Il chercha également à mesurer un échauffement de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire du violet, mais sans succès. En poussant plus loin son investigation, à l'aide de miroirs et de lentilles, Herschel ne tarda pas à montrer que ce rayonnement calorifique répondait aux mêmes lois de la réflexion et de la réfraction que la lumière visible. Cette caractéristique était une preuve que ce rayonnement était bien comme les couleurs de l'arc-en-ciel, de la lumière, à la différence qu'elle était invisible à l'œil nu. Grâce à ses propriétés, il arrive à calculer que cette lumière calorifique invisible doit avoir une longueur d'onde de 800 à 900 nanomètres. Il confirme ainsi l'hypothèse d'Émilie du Châtelet qui, en 1737, dans son essai intitulé « Dissertation sur la nature et la propagation du feu », imaginait déjà l'existence d'un rayonnement calorifique. Cette lumière calorifique, de par sa fréquence plus petite que celle de la lumière visible, se voit alors attribuer le nom de lumière infrarouge. L'amélioration de la compréhension de la lumière au-delà du spectre visible se fera de façon concomitante avec les progrès de la science et de la technique, et il apparaîtra alors que la répartition des infrarouges est en réalité bien plus vaste que ce qu'Herschel avait calculé. Ces observations et mesures ne lui avaient en effet permis que de découvrir ce que l'on appelle aujourd'hui l'infrarouge proche, mais il existe également ce que l'on appelle l'infrarouge moyen et lointain, possédant des longueurs d'onde bien plus grandes. Il faudra attendre plus d'1 siècle et demi après la mise en évidence des infrarouges par William Herschel pour que ces derniers fassent leur entrée dans l'appareillage de base des observations astronomiques. Il faut dire que le monde qui nous entoure est très brillant dans l'infrarouge, puisque vous, moi, l'air qui nous entoure ou la Terre sous nos pieds émet de la lumière sous forme d'infrarouge thermique. Il aura donc fallu attendre aussi longtemps pour mettre au point des instruments capables de mesurer très précisément la partie souhaitée du spectre infrarouge, mais également d'en détecter les plus petites variations pour pouvoir enfin voir le ciel dans ce domaine. De nos jours, les applications pour l'infrarouge sont nombreuses, comme la surveillance civile ou militaire avec la vision nocturne, l'envoi d'informations comme le font nos télécommandes, ou encore en scrutant l'infrarouge thermique pour détecter un éventuel échauffement sans contact d'une installation électrique, ou pour visualiser les défauts d'isolation d'une maison, ou encore pour détecter de la fièvre chez une personne en cas de suspicion de propagation de maladie, comme c'est le cas actuellement avec la pandémie, et comme ce fut le cas il y a une dizaine d'années avec la grippe A H1N1. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir consacré à la découverte des infrarouges. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.